bon tour n'est rien d'autre qu'une amicale tromperie en des matières qui n'offensent pas, ou à tout le moins un peu. Et de même qu'aux facéties, on rit de ce qui est dit contre l'attente, de même pour les bons tours, c'est ce qui est fait contre l'attente qui fait rire. Et ils plaisent et sont loués d'autant plus qu'ils sont ingénieux et modérés, car celui qui veut jouer des tours sans avoir égard à rien offense souvent, et il en est ensuite des désordres et de graves inimitiés. Mais les occasions d'où l'on peut tirer les bons tours sont presque les mêmes que dans le cas des facéties. C'est pourquoi, pour ne pas les répéter, je dirais seulement que l'on trouve deux sortes de bons tours, chacune d'elles pouvant se diviser en plusieurs parties. L'une consiste à tromper quelqu'un, quel qu'il soit, ingénieusement et de belle et plaisante manière. L'autre, à tendre en quelque sorte un filet et à mettre un peu d'appât, de façon que les autres courent se tromper eux-mêmes. À la première sorte appartient le bon tour qui a été joué ces jours passés à deux grandes dames que je ne veux nommer, en se servant d'un espagnol appelé Castiglio. Et pourquoi, dit alors madame la duchesse, ne voulez-vous pas les nommer? Je ne voudrais pas qu'elles le prissent en mauvaise part, répondit messire Bernardo. À quoi madame la duchesse répliqua en souriant, il n'est pas malséant parfois de jouer des tours même à des grands seigneurs, et j'ai entendu dire qu'il en était joué beaucoup au duc Federico, au roi Alphonse d'Aragon, à la reine Isabelle d'Espagne et à de nombreux autres grands princes, et que, loin de l'avoir mal pris, ils ont largement récompensé ceux qui s'étaient joués d'eux. Même dans cette espérance, je ne les nommerai pas, répondit messire Bernardo. Faites comme il vous plaît, ajouta madame la duchesse. Alors, messire Bernardo poursuivit et dit, il n'y a pas longtemps, à la cour dont j'entends parler, arriva un paysan bergamasque pour le service d'un gentilhomme courtisan. Ce paysan reçut un si bel habit et une tenue si élégante que, bien que jusque-là il n'eût rien fait que de garder les bœufs et ne sût pas faire d'autre métier, quelqu'un qui ne l'aurait pas entendu parler l'aurait pris pour un galant cavalier. Aussi, quand on dit à ces deux dames que venait d'arriver un Espagnol, serviteur du cardinal Borgia, qui s'appelait Castiglio, un homme de grand esprit, musicien, danseur et le courtisan le plus accompli, qui fut dans toute l'Espagne, et elles eurent un désir extrême de lui parler, et sans attendre l'envoyèrent quérir. Après l'avoir accueilli avec grand honneur, elles le firent asseoir et commencèrent à lui parler avec beaucoup d'égard, en présence de tout le monde. Et il n'y en avait guère parmi ceux qui étaient là qui ne sussent qu'il s'agissait d'un vacher bergamasque. C'est pourquoi quand on vit que ces dames l'entretenaient avec tant d'égard et lui faisaient un si grand honneur, tous se mirent à rire, et d'autant plus que le bonhomme parlait dans un dialecte bergamasque du plus bas peuple. Mais les gentilshommes qui jouaient le tour avaient auparavant dit à ces dames qu'entre autres choses cet homme était un grand farceur et qu'il parlait excellemment toutes langues, et principalement le lombard paysan, de sorte qu'elles étaient toujours persuadées qu'il feignait. Et souvent elles se tournaient l'une vers l'autre, en s'émerveillant et en disant « Vous entendez comme il imite parfaitement cette langue ». Bref, cette conversation dura si longtemps que les côtes faisaient mal à chacun à force de rire, et il fallut que lui-même donnât tant de signes distinctifs de sa noblesse pour qu'à la fin les dames crussent, mais avec bien de la difficulté, qu'il était bien l'homme qu'il était. On aura compris que les deux dames en question n'étaient autres que la duchesse et Emilia Pille. Nous voyons tous les jours pratiquer ce genre de bons tours, et parmi les autres, ceux-là sont plaisants, qui au commencement épouvantent, et puis finissent par rassurer, parce que celui-là même qui a été joué se rit de soi-même, en voyant qu'il a eu peur pour rien. Ainsi, une nuit que j'étais logé près du Bagne, il se trouva que dans la même hostellerie étaient également logés trois autres compagnons, deux de Pistoia, le troisième de Prato, qui après souper se mirent à jouer, comme cela se fait souvent. Au bout de peu de temps, l'un des deux Pistoiens, perdant tout ce qu'il avait, resta sans un sou, si bien qu'il commença à se désespérer, à maudire et à jurer terriblement. Et ainsi, en blasphémant, il alla se coucher. Les deux autres, après avoir joué quelque temps, décidèrent de faire un tour à celui qui s'était mis au lit. Voyant qu'il dormait déjà, ils éteignirent toutes les chandelles et recouvrirent le feu. Puis ils se mirent à parler haut et à faire le plus grand bruit du monde, en faisant semblant de se disputer à cause du jeu.
l'un disant « tu as pris la carte de dessous » et l'autre le niant en disant « tu as misé sur une couleur, il faut monter » et semblable chose en faisant tant de bruit que celui qui dormait se réveilla. Entendant les autres jouer et parler comme s'ils eussent vu les cartes, il entr'ouvrit les yeux et ne voyant aucune lumière dans la chambre dit « Et que diable faites-vous à crier toute la nuit ?» Et aussitôt il se recoucha, comme pour dormir. Les deux compagnons ne lui donnèrent aucune sorte de réponse, mais poursuivirent leur plan, si bien que celui-ci, mieux réveillé, commença à s'étonner. Et voyant avec certitude qu'il n'y avait là ni feu ni aucune lumière, et que pourtant les autres jouaient et discutaient toujours, il dit « Et comment pouvez-vous voir les cartes sans lumière ?» L'un des deux autres répondit « Tu dois avoir perdu la vue en même temps que ton argent. Ne vois-tu pas que nous avons ici 2 chandelles ?» Celui qui était au lit se souleva sur les bras et dit, d'un ton irrité, « Ou bien je suis ivre ou aveugle, ou bien vous y dites des mensonges. » Les deux se levèrent et s'en allèrent au lit, à tâtons, en riant et en feignant de croire que l'autre se moquait d'eux. Et lui leur répétait, « Je vous dis que je ne vous vois pas. » À la fin, les deux se mirent à faire semblant d'être très étonnés, et l'un dit à l'autre, « Hélas, il me semble qu'il dit cela sérieusement. Donne-moi cette chandelle, et voyons si par hasard il n'a pas la vue obscurcie. » À ce moment-là, le pauvre homme tint pour certain qu'il était devenu aveugle, et en pleurant à chaudes larmes, il dit « Oh mes amis, je suis aveugle !» Et incontinent, il se mit à appeler Notre-Dame de Lorette, en la priant de lui pardonner les blasphèmes et les malédictions qu'il avait proférées, parce qu'il avait perdu son argent. Cependant, les 2 compagnons le réconfortaient, et lui disaient « Il n'est pas possible que tu ne nous vois pas, c'est une imagination que tu t'es mise dans la tête. » « Hélas, répondit l'autre, ce n'est pas une imagination, je n'y vois pas plus que si j'avais eu des yeux dans la tête. » « Tu as pourtant le regard clair, répliquaient les deux, qui se disaient l'un à l'autre, « Regarde comme il ouvre bien les yeux, et comme il les a beaux. Qui pourrait croire qu'il ne voit pas ?» Le malheureux pleurait de plus belle et implorait la miséricorde de Dieu. Enfin, ils lui dirent, « Fais vœu d'aller dévotement à Notre-Dame de Lorette, déchaussé et tout nu, car c'est le meilleur remède qui se puisse trouver. Et nous, pendant ce temps-là, nous irons à Aquapendente et dans d'autres villes proches pour chercher quelques médecins, et nous te laisserons manquer de rien de ce qui sera en notre pouvoir. » Alors le pauvre homme aussitôt s'agenouilla dans le lit, et avec une infinité de larmes et une très amère pénitence d'avoir blasphémé, il fit vœu solennel d'aller tout nu à Notre-Dame de Lorette, de lui offrir une paire d'yeux en argent, et de ne pas manger de viande le mercredi, ni d'œufs le vendredi, et de déjeuner le pain et d'eau à chaque samedi en l'honneur de Notre-Dame, si elle lui faisait la grâce de retrouver la vue. Les 2 compagnons entrèrent dans une autre chambre, y allumèrent une chandelle, et s'envinrent avec le plus grand éclat de rire du monde devant ce pauvre homme, qui, bien qu'il fût délivré d'une si grande angoisse, comme vous pouvez le penser, était néanmoins si fort abattu par sa peur passée, que non seulement il ne pouvait rire, mais même parler, et les 2 compagnons ne faisaient que l'aiguillonner, disant qu'il était venu de s'acquitter de ses vœux, puisqu'il avait obtenu la grâce demandée. De l'autre sorte de bon tour, quand quelqu'un se trompe soi-même, je donnerai pour seul exemple ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Au carnaval dernier, monseigneur le cardinal de Sainte-Pierre ad Vincula, qui sait combien je prends plaisir, quand je suis masqué, à jouer les tours aux moines, après avoir bien médité ce qu'il voulait faire, vint un jour avec monseigneur le cardinal d'Aragon et quelques autres cardinaux à certaines fenêtres de la Via dei Banchi, avec l'intention de s'installer là pour voir passer les masques, comme c'est la coutume de Rome. Or moi, comme je passais par là masqué, je vis sur un côté de la rue un moine qui paraissait plongé dans l'incertitude. J'estimais avoir trouvé l'occasion que je cherchais, et aussitôt je courus à lui comme un faucon affamé sur sa proie. Et d'abord, je lui demandai qui il était, et quand il m'eut répondu, je fis semblant de le connaître, et avec un flot de paroles, je me mis à lui faire croire que le chef des gardes le recherchait à cause de mauvais renseignements qu'il avait eus à son sujet, et je l'incitai à venir avec moi à la chancellerie, car là je le sauverais. Le moine, apeuré et tout tremblant, semblait ne savoir que faire, et disait qu'il craignait, s'il s'éloignait de Sancels, d'être pris. Cependant je l'encourageai, et je fis tant qu'il monta en groupe derrière moi. Alors il me sembla que j'avais parfaitement accompli mon dessein, et je me mis aussitôt à conduire à nouveau Via dei Banchi, mon cheval, qui sautait et donnait des ruades. Imaginez vous-même le beau spectacle.
que faisait un moine en croupe derrière un masque, avec son manteau qui volait et sa tête qui était secouée en avant et en arrière, si bien qu'il paraissait toujours être sur le point de tomber. À ce beau spectacle, ces seigneurs commencèrent à nous jeter des œufs par les fenêtres, et ensuite les banquiers et tous ceux qui étaient là, de manière que jamais la grêle ne tomba du ciel avec plus de violence que ne tombaient sur nous les œufs des fenêtres, et pour la plupart ils arrivaient sur moi. Mais parce que j'étais masqué, je ne m'en souciais point, et il me semblait que tous ces rires s'adressaient aux moines et non à moi. Et à cause de cela, je parcourus plusieurs fois dans les deux sens la vie d'Aibangi, avec toujours cette furie dans mon dos. Bien que le moine me priât, puisqu'en pleurant de le laisser descendre, de ne pas faire une telle honte à son habit. Ensuite, le coquin se faisait en cachette donner des œufs par certains laquais postés là à cet effet, et en feignant de me tenir étroitement pour ne pas tomber, il me les cassait sur la poitrine, et souvent sur la tête, parfois sur le visage même, si bien que j'étais très mal en point. Enfin, quand chacun fut las de rire et de jeter des œufs, il sauta de derrière moi, et retirant son capuchon, il laissa voir une longue chevelure, et dit « Messire Bernardo, je suis un garçon d'écurie de San Pietro ad Vincula, et c'est moi qui pense votre mulet. Je ne saurais dire ce qui l'emporta alors de la douleur, de la colère ou de la honte. Toujours est-il que pour moins souffrir, je me mis à fuir vers ma maison, et le matin suivant, je n'osais me montrer. Mais le ridicule causé par ce tour a duré non seulement jusqu'au lendemain, mais presque jusqu'à maintenant. » Et le rire ayant repris un moment au récit de cette histoire, Messire Bernardo ajouta « Il y a encore une manière de jouer des tours qui est très plaisante, et d'où également on tire des facéties. C'est quand on fait semblant de croire que quelqu'un veut faire une chose que véritablement il ne veut pas faire. Ainsi, comme j'étais un soir après souper sur le pont de Lyon, et que j'allais en folâtrant avec César Beccadello, nous commençâmes à nous saisir les bras l'un l'autre, comme si nous eussions voulu lutter, et cela parce qu'il semblait que par hasard, il n'y avait personne sur ce pont à ce moment-là. Et comme nous étions dans cette attitude, survinrent deux Français qui, voyant notre dispute, demandèrent ce qui se passait et s'arrêtèrent pour nous séparer, en pensant que nous nous querellions pour de bon. Alors je dis aussitôt « Aidez-moi, messieurs, car ce pauvre gentilhomme a certaines phases de la lune à la cervelle dérangée, et voyez comment maintenant il voudrait se jeter du pont dans le fleuve. » Alors ces deux hommes accoururent et empoignèrent avec moi César en le tenant fort étroitement, et lui, tout en répétant que j'étais fou, employait toute sa force à se libérer de leurs mains, mais il le tenait d'autant plus serré, tant et si bien que le monde commença à s'apercevoir de ce tumulte, et que chacun accourut, et plus le bon César battait des mains et des pieds, car il commençait déjà à se mettre en colère, plus les gens arrivaient, et à cause de la grande force qu'il y mettait, ils étaient persuadés qu'il voulait se jeter dans le fleuve, et pour cela il le tenait encore plus étroitement. De sorte qu'une grande foule d'hommes le portèrent par force à l'hostellerie, tout décoiffé et sans chapeau, pâle de colère et de honte, car ce qu'il dit ne lui servit jamais à rien, aussi bien parce que ces Français ne le comprenaient point, que parce que moi, en me le conduisant avec les autres à l'hostellerie, je passais mon temps à me plaindre de l'infortune du pauvre homme, qui était ainsi devenu fou. On pourrait maintenant parler longuement des bons tours, comme nous avons dit, mais il suffira de répéter que les lieux d'où ils se tirent sont les mêmes que ceux des facéties. Par exemple, nous en avons une infinité, car nous en voyons tous les jours, et entre autres, il s'en trouve beaucoup de plaisants dans les nouvelles de Boccaccio, comme ceux que jouaient Bruno et Buffalmacco à leur Calandrino et à Maître Simone, et beaucoup d'autres faits par des dames, qui véritablement sont ingénieux et beaux. J'ai encore souvenance d'avoir vu de mon temps de nombreuses personnes plaisantes de cette espèce, et entre autres à Padoue, un écolier sicilien nommé Ponzio qui, voyant une fois un paysan qui avait un couple de gros chapons, feignit de vouloir les acheter, conclut le marché avec lui et lui dit de l'accompagner à la maison, car, outre le prix, il lui donnerait une collation. Il le mena aussi à un endroit où il y avait un clocher qui était séparé de l'église, en sorte que l'on pourrait tourner autour, et sur un des quatre côtés du clocher débouchait une petite ruelle. Alors Ponzio, qui avait auparavant réfléchi à ce qu'il avait l'intention de faire, dit au paysan « J'ai gagé ces chapons avec un de mes camarades, qui dit que cette tour a bien 40 pieds de circonférence, et je dis que non. Et justement, quand je t'ai rencontré, je venais d'acheter cette ficelle pour la mesurer. C'est pourquoi, avant que nous allions à la maison, je veux savoir qui a gagné de nous deux. »
Et ce disant, il tira de sa manche la ficelle, et mit un bout dans la main du paysan, et lui dit « Donne-moi ça ». Il lui enleva alors l'échapon, et prit la ficelle par l'autre bout. Puis, comme s'il voulait mesurer, il commença à tourner autour du clocher, en ayant d'abord bien dit au paysan de ne pas bouger et de tenir la ficelle du côté opposé à celui sur lequel donnait la ruelle. Quand il fut parvenu à cette ruelle, il ficha un clou dans le mur et il y attacha la ficelle. Et la laissant ainsi, il s'en alla tranquillement par cette ruelle avec l'échappon. Le paysan resta là sans bouger un bon moment, attendant toujours que l'autre eût fini de mesurer. Enfin, après avoir dit plusieurs fois « Que faites-vous si longtemps ?», il voulut voir et trouva que ce qui tenait la ficelle n'était pas Ponzio, mais un clou fiché dans le mur, qui seul lui resta en paiement de ses chapons. Ponzio a joué une infinité de tours de cette espèce. Il y a eu aussi beaucoup d'autres hommes plaisants de ce genre, comme Gonella, Meliolo, à cette époque, et maintenant notre frère Mariano et frère Serafino ici présents, et bien d'autres que vous connaissez tous. Et à la vérité, cette manière est louable chez des hommes qui n'ont pas d'autre profession, mais il semble que les bons tours du courtisan doivent être un peu plus éloignés de la bouffonnerie. Il doit aussi éviter que ces farces ne tournent à la filouterie, comme font beaucoup d'hommes malhonnêtes qui vont par le monde avec diverses astuces pour gagner de l'argent, en feignant parfois une chose, parfois une autre. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop cruelle et surtout il doit faire preuve de respect et de révérence, ainsi bien en cela que dans toutes les autres choses envers les femmes et principalement là où leur honnêteté risque d'être offensée.